Il est facile de constater que les cours des actions en bourse peuvent être très différents d'une entreprise à l'autre. Pour expliquer ces écarts, on peut tenter de s'en remettre à la simple observation des caractéristiques financières des entreprises cotées et d'essayer de mettre en évidence un ensemble de régularités, puis d'en tirer avantage. La méthode des multiples est d'un point de vue conceptuel la plus simple parmi celles disponibles. Nous allons, au cours de cette vidéo, en proposer une présentation simplifiée et suggérer quelques conseils pour sa mise en œuvre. Attention, la méthode paraît simple, mais il y a des erreurs à ne pas commettre, comme nous le rappelons au chapitre 7 de notre ouvrage « Gestion de portefeuille et marché financier » paru chez Pearson France. Le principe général de la méthode est, rappelons-le, très simple. Il s'agit d'identifier, au sein d'une population d'entreprises suffisamment comparables à celles qu'il convient d'évaluer, les liens statistiques entre les cours cotés et des variables financières observables que nous désignerons sous le vocable d'inducteur. Une fois ce lien établi, il est utilisé pour déterminer la valeur fondamentale du titre étudié. Pour mettre en œuvre la méthode, il y a 3 choix préalables à réaliser. Déterminer quels seront les inducteurs à privilégier, sélectionner une liste de firmes considérées comme comparables à celles à évaluer, et enfin recourir à une ou plusieurs approches afin de proposer une fourchette de valeurs fondamentales. Nous recommandons, pour l'évaluation directe d'une action, nos prescriptions seraient différentes s'il s'agissait de mesurer la valeur totale d'entreprise. Nous recommandons donc 3 catégories d'inducteurs. Ceux liés à la rentabilité de la firme pour ses actionnaires. Ceux en rapport avec les capitaux et ceux liés à la croissance. Pour les premiers, la mesure essentielle est le bénéfice par action, ou Earning per Share EPS. Selon l'information disponible, on privilégiera l'EPS prévu pour la période à venir. À défaut de données, on peut utiliser le dernier EPS passé connu. Certains proposent une mesure glissante de ce bénéfice par action, calculée à partir des 4 derniers trimestres écoulés. Enfin, on peut utiliser le résultat net divisé par le nombre d'actions en cours. Mais comme il est préférable de donner du poids aux éléments récurrents, car c'est l'avenir qui importe, mieux vaut utiliser une mesure de résultat non affectée par les éléments extraordinaires ou exceptionnels. Enfin, mieux vaut ne pas utiliser des mesures comme l'EBIT ou l'EBITDA. En effet, ces mesures sont situées avant la prise en compte des charges financières et ne permettent pas de comparer des entreprises qui auraient des niveaux d'endettement différents. La deuxième catégorie d'inducteurs est celle des capitaux. À ce stade, nous proposons de recourir à une information largement disponible, la valeur comptable par action ou Book per Share BPS. C'est le ratio valeur des capitaux propres au bilan sur nombre d'actions. Ici encore, nous recommandons par souci de cohérence de ne pas se référer à une mesure comme l'actif par action, car là encore, la comparaison pourrait être faussée par les différences de levier de la dette. La troisième catégorie concerne les inducteurs de croissance. Comme nous prenons le point de vue de l'actionnaire, nous l'approchons à travers le taux de croissance attendu du bénéfice par action. On peut utiliser une mesure à court terme,
une mesure attendue à moyen terme, quand le court terme est très perturbé. Ou encore, une mesure à plus long terme. Dans ce dernier cas, on pourrait calculer un taux moyen géométrique de croissance pour le bénéfice par action, par exemple pour l'ensemble des 3 années à venir. Enfin, nous laissons de côté d'autres classes d'inducteurs, comme ceux de cash flow ou d'activité, vente en particulier, indicateurs physiques d'activité, comme nombre de clients, de commandes, autres. Inducteurs que nous réservons pour l'estimation d'une valeur d'entreprise et qu'il est difficile d'intégrer ici dans l'évaluation directe de l'action du fait des différences de politique d'endettement entre les firmes. Après avoir choisi ces inducteurs, il est nécessaire d'élaborer la liste des entreprises de référence. La pratique la plus répandue est de construire un échantillon relativement étroit, de 4 à 6 entreprises par exemple, qui répond à des exigences strictes. Activité véritablement comparable, zone géographique voisine et taille pas trop différente. Une autre approche cherche à obtenir une validité statistique plus grande et repose sur des échantillons plus larges, mais nécessairement plus hétérogènes. Même secteur, par exemple, mais pays différents. Les choix d'échantillons doivent toujours être soigneusement motivés, quelles que soient les circonstances. Les mises en œuvre les plus fréquentes consistent à recourir à une série d'approches univariées, c'est-à-dire une prise en compte d'un inducteur à la fois. Par exemple, le cours de l'action est comparé au bénéfice par action, EPS, à travers le calcul du Price-Earning Ratio. S'il s'agit d'un bénéfice prévu, attendu pour l'exercice à venir, il s'agira alors d'un PER dit forward. Ou il est comparé à la valeur comptable par action, BPS, Book Per Share, avec le Market to Book Ratio, MBR. Enfin, la comparaison avec le taux de croissance se fait à travers le PEG ratio, qui est égal au rapport du cours à la variation de bénéfices par action attendue, ou encore au cours rapporté à l'EPS divisé par le taux de G de croissance. Ces ratios sont calculés pour toutes les entreprises de référence à partir des informations disponibles. Dans cet exemple, nous avons choisi 5 inducteurs de valeur. Le bénéfice par action passé, le bénéfice par action prévu pour l'exercice à venir, la valeur comptable par action, la croissance du bénéfice par action attendue entre l'année passée et celle à venir, et enfin la croissance attendue entre l'exercice prochain et son suivant, entre 1 et 2. Nous avons donc calculé pour chacune de ces firmes 5 ratios. 2 PER, Past et Forward, le Market to Book Ratio, et 2 PEG pour l'année 1, pour l'année 2. Pour le calcul de ces ratios, il ne faut pas oublier que le cours qui apparaît au numérateur est toujours positif. Il est donc totalement inapproprié de prendre en compte des dénominateurs négatifs. Si c'est le cas, comme pour les PEG 1 de 2 sociétés et le PEG 2 de la société SIPH, il faut s'abstenir de tout calcul. Enfin, il faut prendre garde aux valeurs extrêmes. Une valeur faible d'un dénominateur peut faire prendre des valeurs anormalement élevées au ratio. Aussi, est-il bon de les exclure et de ne pas recourir au simple calcul de moyenne générale. Nous proposons 2 solutions.
soit estimer une médiane, moins sensible aux extrêmes, soit calculer une moyenne en ayant pris soin d'éliminer ces valeurs exceptionnelles. Dans l'exemple projeté, l'action de la société à évaluer a les caractéristiques suivantes. Son bénéfice par action réalisé est de 24,77, que l'on obtient en divisant le résultat net, 170 219 000, par le nombre d'actions, 6 872 000. Sa valeur comptable par action, ou PPS, est de 248,62, soit le rapport de la valeur comptable des fonds propres au bilan, 1 708 550 000, par le nombre d'actions, 6 872 000. Les bénéfices par action prévus pour les 2 années à venir sont respectivement de 29,25 et 31,85. Nous utilisons pour les 5 inducteurs retenus 2 EPS, une valeur comptable par action et 2 variations d'EPS, les 5 ratios estimés précédemment sur les comparables. Les valeurs fondamentales s'étalent entre 338 et 570 et peut être raisonnable, mais il faut le motiver. De laisser de côté l'évaluation par le BPS, qui ne prend en compte insuffisamment le potentiel de rentabilité et qui paraît ici excessivement conservateur. Un des 2 PER est redondant et nous privilégions celui avec le bénéfice par action, le PS attendu dans la prochaine année, car il contient de l'information prévisionnelle. Nous laissons de côté le PEG2, qui paraît peu fiable. Au total, nous avançons une fourchette de valeurs comprise entre 398 et 430. Quel que soit l'inducteur considéré dans l'analyse univariée, on recourt systématiquement au même modèle. La valeur est strictement proportionnelle à l'inducteur choisi et le coefficient de proportionnalité est un ratio unique estimé sur la base d'un petit échantillon supposé homogène. Cette hypothèse est très forte et elle peut conduire à une impasse. Pour satisfaire l'exigence d'homogénéité, il faut réduire la taille de l'échantillon. Et dans ce cas, la qualité de l'estimation de cette moyenne devient médiocre. Pour dépasser cette limite, certains auteurs prônent une analyse multivariée. Dans ce cas, on n'utilise plus un ratio constant moyen unique, mais on estime un multiple qui prend en compte les caractéristiques de la firme à évaluer. Le ratio devient une fonction linéaire de ces variables financières observables. Pour estimer les coefficients de cette fonction, on part d'un échantillon beaucoup plus large et donc moins homogène. On calcule pour chaque firme le multiple considéré d'évaluation, PER, Market to Book Ratio ou PEG, et on estime à l'aide d'un modèle de régression multiple ces coefficients. Le choix des variables est ici dicté par leur influence a priori et leur significativité au plan statistique. On trouvera au tableau 7.6, page 296 de notre ouvrage, un exemple d'estimation d'une telle fonction pour un PER. L'approche est similaire pour le MBR ou le PEG. Les tableaux comme Excel permettent d'obtenir ces statistiques avec beaucoup de facilité. En combinaison avec les abondantes bases de données aujourd'hui à disposition, il y a là une réelle voie de progrès à emprunter lorsqu'il est bien difficile de retenir des entreprises vraiment comparables. Si vous souhaitez mettre en œuvre cette approche, le fichier Excel est accessible sur ma page Facebook et surtout,
Vous trouverez plus de détails dans le chapitre 9 de notre ouvrage Gestion de portefeuille et marché financier, paru chez Pearson France.